Il y a toujours des bonnes affaires à faire dans l'immobilier, mais par contre, c'est chronophage, c'est hyper risqué en fait quand on y pense, parce que tu vas acheter un bien 100, 200, 300, 500 000 euros, 1 million d'euros. Donc en termes de diversification, c'est zéro, tu vois. Et c'est là où je trouve la pierre papier intéressante. J'ai aussi de la SCPI, parce que justement, j'avais pas envie de m'en occuper. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Mounir. Bonjour Mounir. Salut Clément. Alors tu es le fondateur de Finery. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'est Finery et puis comment t'es venue cette idée? Alors Finery, c'est une plateforme pour suivre son patrimoine. Et l'idée, elle m'est venue parce que j'avais le problème de ne pas réussir à suivre mon patrimoine correctement. J'avais des investissements en crypto, j'avais des comptes bancaires, j'avais de l'immobilier. J'avais vécu aussi dans plusieurs pays, donc j'en avais un peu de partout et j'avais un Excel. Et avec un ami, Julien, on s'est dit, tiens, on pense qu'on peut créer une petite app sur web qui permettra juste de connecter tout ça et d'avoir une vision globale. Et donc on l'a lancé, on l'a partagé à des amis et tu vois, ça a pris assez rapidement. Et ensuite on a postulé à Y Combinator un peu par hasard, tout à fait aussi, et on a été pris et ça a vraiment lancé l'aventure. Mais à l'origine c'était vraiment un produit pour nous. Et aujourd'hui c'est un produit qui permet à 250 000 utilisateurs en France et dans le monde d'avoir la vision globale sur leur patrimoine. Or, je pense que c'est le b.a.-ba et c'est la première étape nécessaire pour avoir une stratégie patrimoniale construite. Tu peux pas améliorer ce que tu ne suis pas. Et donc, le suivi, on l'automatise et on t'enlève ce pain, tu vois. Tu peux te concentrer sur ce qui est vraiment intéressant, à savoir prendre les bonnes décisions d'investissement. Et alors attends, du coup c'était un hobby du coup à la base ou tu pensais, enfin tu voulais déjà en faire une boîte ou c'était vraiment juste un outil pour toi? Je voulais faire une boîte. D'accord. Mais pas forcément celle-là. Je voulais faire une boîte, tu vois. Ok. Dans la boîte où j'étais avant, on avait été introduit en bourse à Londres et donc c'était génial. J'avais vu l'aventure puisque avant j'étais dans une autre boîte qui avait été rachetée, qui s'appelait Capitaine Train. Et donc j'ai vu vraiment le processus. Je me suis dit c'est trop bien quoi. Mais ce serait encore mieux si c'était ma boîte et mon projet et si je pouvais aussi prendre des décisions parce que j'étais pas d'accord avec tout ce qui s'était fait. Il y a plein de bonnes choses qui ont été faites, mais il y a des décisions que je comprenais pas. Et donc, je voulais être maître à bord. Et avec Julien, on avait cette idée de créer une boîte, mais on savait pas laquelle. Et donc, on avait une liste d'idées. Et donc, tu vois, Finery, c'était la troisième idée. Et la première, c'était assez marrant. C'était un truc qui se fait beaucoup maintenant, je crois. En fait, permettre à des gens de partir en week-end à la campagne à 1 heure de Paris. D'accord. Mais en gros, on voulait installer des espèces de tentes, tu vois, un peu comme du glamping. Voilà, c'est un terme, genre du camping glamour, pour des gens qui n'ont jamais fait de camping. Donc, je fais partie. Donc un truc hyper classe, hyper joli, qui est posé dans un endroit qui est généralement inaccessible au public, donc le château, le jardin d'un château, ou tu vois, une forêt privée, etc. Donc on voulait faire vraiment une expérience. En gros, on s'est rendu compte que il y a pas de tech là-dedans. Enfin oui, il y avait une plateforme de réservation, mais c'était très ops, ça nous intéressait pas. Après, on a voulu faire un dev tool aussi. Pareil, ça nous passionnait pas. Ça prenait bien, mais ça nous passionnait pas. Et l'investissement, ça nous parlait à titre personnel. On a vu le besoin et on s'est dit, franchement, on peut faire plein de trucs. En plus, en parlant aux acteurs de ce marché que tu as dû rencontrer, tu vois, ça sentait la naphtaline quand même. Il y avait de la poussière un peu partout et on s'est dit, franchement, ils sont nuls, quoi. C'est quoi cette histoire? Même si aujourd'hui, avec le recul, je comprends que il y a des choses qui sont juste nulles techniquement, mais en fait, c'est parce que t'as pas besoin d'être beaucoup plus fort. Et les clients, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Et tu vois, typiquement, quand je regarde un acteur comme une banque, les banques sont généralement nulles techniquement, et je les salue si elles regardent la vidéo. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça le problème. Enfin, c'est pas ça le point. Le point, c'est que la banque, elle a La une sécurité, confiance. j'imagine. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, l'ASG, c'est l'ASG. Et donc, quand quelqu'un va ouvrir un compte en banque, il va se dire, bon, je vais à la BNP, l'ASG, au CIC. Il va pas se dire, je vais aller dans une néobanque, ou peut-être maintenant. Mais les néobanques, elles ont levé des milliards, tu vois, pour arriver là. Donc, des fois, la tech, c'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est juste d'être là et d'exister depuis 10, 20, 30, 50, 100 ans et d'avoir une légitimité à passer, tu vois, à sécuriser le capital des gens. Et ça, c'est un truc qui est très dur pour les startups. Il y a beaucoup de startups qui se cassent les dents là-dessus. Ouais, c'est assez marrant ce que tu dis, parce que tu vois, nous, c'était un des points, pourquoi on est parti sur la SCPI chez Louvainvest, c'est parce que justement, c'est ce qu'on appelle des titres nominatifs. Donc, tu achètes des parts de SCPI, tu les détiens en ton nom propre. Elles sont pas chez nous. Et ça, c'est un énorme point. C'est-à-dire que dès qu'on s'est lancé, on a eu des centaines de milliers d'euros investis dès le premier mois, en fait, assez follement. Mais c'est parce que les clients n'avaient pas peur. En fait, ils disaient, mais ok, mais si Louvainvest fait faillite, en fait, je m'en fous. En fait, Exactement. Exactement. Ouais. Et donc, toi, tu détiens ouais, on est un courtier, mais tu détiens vraiment en ton nom propre. Donc, tu as un petit papier chez toi qui dit que tu as bien tes parts de SCPI. Et Louvainvest, finalement, tant mieux si ça existe, mais si ça n'existe pas, c'est pas gênant en tout cas pour ce que tu as acheté. Exactement. Du coup, voilà, attends, revenons donc.
tu voulais lancer une boîte, un petit prototype, on va dire, dès le Ouais. début, qui remplace des Excel Qui remplace un Excel, exactement. Le et use case, donc c'est ça. qui te suit tout ton patrimoine. Ouais, au même Comment? endroit. Alors, c'est hyper simple. Tu vas connecter. La base du patrimoine, c'est les comptes bancaires et les comptes d'investissement. C'est vraiment ça qui fait vivre ton patrimoine, tu vois. Et c'est surtout là où il y a de la variation. Tu vois, le compte bancaire, tous les jours, tu vas acheter des trucs, donc tu vas dépenser de l'argent, ton solde va bouger. Le compte d'investissement, bah, tu as des titres, tu as peut-être même des SCPI dessus. Donc, bon, les SCPI, le prix bouge pas trop, sauf en ce moment. Mais généralement, ça bouge pas trop. Par contre, sur les actifs financiers, ça bouge tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut les synchroniser. Et donc, en gros, il y a un truc qui s'appelle l'open banking en Europe, qui est vachement bien. Ouais, PSD2. Exactement, PSD2. Et c'est une régulation qui oblige les banques à donner accès à leur API bancaire. Maintenant, ça n'englobe pas les comptes d'investissement, mais il y a des acteurs qui ont fait le nécessaire, il y a des banques aussi qui ont fait le nécessaire pour que ça soit aussi mis à disposition. Donc, la base de Finari, c'est tu arrives et tu vas connecter tes comptes. Et en fait, tu te rends compte que, alors je suis sûr que toi, tu es dans ce cas-là, c'est que assez rapidement, tu as beaucoup de comptes. Parce que tu vois, tu as un compte bancaire. Est-ce que ton livret, tu as peut-être plusieurs banques, tu as peut-être une néobanque, tu as un PEA, tu as un compte titre, tu as peut-être de l'épargne retraite que tu as eu dans des entreprises où tu as travaillé, tu as peut-être de la crypto, mais sur un exchange, sur un wallet. Enfin, donc en fait, tu vois, ça, c'est déjà autant de comptes. Donc, tu as peut-être une assurance vie, évidemment. Tu as peut-être plusieurs. Tu as hérité de trucs. Donc, en fait, en moyenne, un utilisateur Finari, tu vois, il connecte 7 établissements différents. Ok. Et donc, c'est ça vraiment la force de l'app, c'est que on connecte et après, on récupère automatiquement les données. Et donc, on t'affiche automatiquement la valeur de ce que tu as. Mais en fait, on va l'enrichir en te disant, OK, donc Clément, là, tu as connecté ton compte titre. Sur ce compte titre, tu as du LVMH. LVMH, c'est une société française dans le luxe qui paye un dividende le 14 de chaque trimestre. C'est rien, tu vois. Tu as un fonds, on va te dire les frais de ce fonds. Donc, en fait, on va enrichir la donnée pour te donner des clés qui vont te permettre de mieux gérer ton patrimoine. On va analyser ta diversification pour dire, attention, tu es très exposé à la France, à l'Europe, aux États-Unis. Ou alors, au contraire, tu es trop diversifié. Il y a peut-être un intérêt à venir regrouper les trucs. Donc, on va couvrir tout ça et on va automatiser surtout la récupération de données. Et on s'arrête pas au financier. En fait, ça, c'est une partie. Mais en France, on adore l'immobilier, tu vois, t'en es la preuve. On adore la pierre papier, on adore la pierre évidemment physique, mais on adore aussi plein d'autres choses. Donc, on a, qui dit d'ailleurs immobilier dit emprunt. Donc, tu peux suivre ton actif et ton passif, que ce soit un prêt avec, tu vois, amortissable, avec franchise partielle, avec différé total, in fine, un lombard, enfin, tout ce que tu veux. Et donc, tu as vraiment la vision globale et c'est valorisé automatiquement. Et donc, tu peux voir à tout instant, là, tu vois, si j'ouvre mon app, je peux voir combien j'ai d'argent. Mais ça, c'est une information qui est intéressante, mais c'est pas non plus l'information du siècle, tu vois. Une fois que tu le sais, c'est bien. Mais d'ailleurs, tu vois, enfin, rien que ça, là, il y a 2-3 jours, il y a un gars qui me dit, j'avais jamais vu la valeur de mon patrimoine avant d'utiliser Finari parce que j'étais pas sûr. D'accord. Et j'invite tout le monde à faire l'exercice. Je suis sûr que vous allez retrouver un compte que vous avez oublié. Tu vois, moi, j'avais oublié un compte d'épargne retraite que j'avais via un ancien job. Donc, j'ai retrouvé ce truc-là. Et comment tu l'as retrouvé du coup? Parce que tu t'en es rappelé? Parce qu'en fait, j'ai retrouvé je me suis dit, mais attends, qui dit, j'ai travaillé dans cette boîte, j'ai eu de l'épargne retraite parce que c'est obligatoire. Enfin, en tout cas, dans cette boîte, il y avait un dispositif. Et du coup, j'ai commencé à chercher les PDF, les rapports, tu vois, et j'ai retrouvé des logins pour un truc chez AG2R. Et voilà. Donc, j'ai retrouvé un AG2R sur lequel il y avait 1000 euros, un truc comme ça. Mais bon, je me suis dit, c'est dingue, tu vois. Ouais, je l'aurais perdu ça en fait. Ça, je l'aurais perdu, franchement. Ouais. Et je sais pas comment ils auraient fait pour me retrouver, peut-être le notaire. Et donc, tu vois, à minima, tu as ça. Mais après, ce qu'on va te donner, c'est surtout de l'intelligence pour t'aider à prendre des bonnes décisions. Et donc ça, ce qu'on appelle les insights, on va te dire, bon là, tu payes trop de frais sur ces fonds-là. Nous, on ne croit pas à la gestion active, qui est celle qui essaye de battre le marché. On croit à la gestion passive, qui est celle d'acheter le marché. Donc, on croit aux ETF et pas aux OPC, en gros. Donc, en plus, j'imagine un peu réduction des frais, hein, parce que qui dit gestion active, souvent on dit frais hyper élevés. Hyper élevé. Pour des performances, on l'a vu, Warren Buffett avait fait l'exercice qui souvent sous-performe le S&P. Dans la majorité des cas. Ouais. 90% des gérants sous-performent le S&P, 90% des gérants européens sous-performent l'Eurostock 50, l'Eurostock 600, les gérants français sous-performent le CAC 40. En fait, mathématiquement, si tu prends 2% de frais par an, il faut que tu fasses la performance du benchmark, enfin de l'indice, plus 2%. Mais ça, c'est comme les intérêts composés, en fait. Tu vois, c'est hyper dur. Après, c'est exponentiel. Donc, si tu rates 1, 2, 3 années de suite la perf, mais c'est impossible à rattraper. Et donc, bah, ça revient un peu au problème de base. Pourquoi il y a autant de gens qui ont autant de frais dans leur contrat ou dans leur compte? Bah, c'est parce qu'ils se font recommander ça par des conseillers qui sont rémunérés par ces frais-là.
Et c'est ça qu'on veut casser au final. Nous, on veut que chacun puisse prendre les bonnes décisions, avoir accès aux meilleurs produits à des frais les plus bas. Parce qu'en fait, tu peux pas contrôler la performance. Moi, je te garantis aucune performance. Par contre, je te garantis que tu achètes le mieux possible. Exactement, que je vais t'aider à écraser tes frais. Et on pourra en parler, on propose maintenant des produits d'investissement, mais nous, on veut déjà t'aider à écraser les frais sur l'existant. Et du coup, la vision, c'est vraiment que sur Finarit, ils viennent dans 1, 2, 3 ans, tu viennes peut-être pour chercher effectivement la vision globale, mais tu viens en fait parce que tu veux surtout t'occuper de tes finances. Et le réflexe, ce sera de dire, OK, moi j'ai envie de prendre en main mon patrimoine, j'ai envie de devenir financièrement indépendant, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie de sécuriser ma retraite, de payer les études de mes enfants à Harvard, peu importe. Chacun ses objectifs. Et il se trouve que le point de départ pour t'accompagner, c'est de collecter ton patrimoine. Et ensuite, on viendra ajouter du conseil qui sera humain et via de l'IA pour vraiment t'apporter une granularité dans l'accompagnement qui sera inégalable, tu vois, parce que en fait, la tech, ça permet de scaler. Mais ça ne remplace pas l'humain et ça ne remplace pas la relation émotionnelle qu'on a à l'argent. C'est difficile de dire j'appuie sur un bouton et j'investis 50 000 euros sans avoir parlé à quelqu'un. Ouais, mais je comprends tout à fait. Mais sur les frais, ça résonne d'autant plus que tu sais, c'est la raison pour laquelle on a lancé Louvre. Hein, Bah oui, vous voyez les frais sur les SCPI exactement avec les cashbacks qui nous ont valu d'ailleurs de nombreuses péripéties auprès de la profession CGP. C'est comme ça quand tu secoues un peu le cocotier. Ouais, tu secoues le cocotier parce que ça roupille là-dedans. Et en fait, ça roupille et ça vit très bien. Et tu vois, je te disais tout à l'heure, les industries établies où les acteurs ont des espèces de rentes, et ben là, on est dans un système de rente. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de CGP qui font plus de croissance, mais en fait, ils ont un stock de clients qui est quand même très intéressant, alors qui est plutôt âgé, donc c'est un problème parce qu'ils se renouvellent pas. Mais en attendant, chaque année, ça il y a des encours qui tombent. Et il y a des commissions qui tombent, mais dans tous les sens. Et en fait, une fois que tu as atteint ce stock-là, c'est assez facile. Sans parler du reste des distributeurs de produits. Donc aujourd'hui, un client Finari, enfin en tout cas un utilisateur Finari, il peut plugger 100% de son patrimoine. Est-ce qu'il vous reste encore quelques zones d'ombre? Vous en êtes tout là-dessus? Alors il reste des zones d'ombre parce qu'en fait c'est impossible, tu vois, de couvrir tout le marché. Donc on a vraiment une approche 80-20 ou 90-10. On se dit bon, nous notre objectif c'est que tu puisses suivre automatiquement 90% de ton patrimoine. Les 10% restants, en fait, la réalité c'est que le client n'attend même pas de pouvoir les suivre parce que ça va être quoi? Ça va être le lingot d'or de mamie. Encore ça on l'a, tu vois, on a 1000 références de métaux précieux. Mais ça va être les sneakers que tu as achetés. Ça va être peut-être tes cartes Pokémon, ça va être Rolex. Ça va être ta Rolex. Ta Rolex, non, on a la cote de, je sais pas, de centaines de milliers de montres. Donc, on peut vraiment suivre ton tableau peut-être. Alors dans ce cas des œuvres d'art. L'œuvre d'art. Ouais, tout ce qui est les actifs alternatifs, ça clairement, on n'est pas encore très 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 bon. Après, la réalité, c'est que c'est du fonds de patrimoine, tu vois, c'est à la marge, c'est plutôt de l'investissement passion. Donc c'est pas très très important. Et aussi, c'est toi qui connais quand même la valeur de ces objets-là. Il y a plein d'objets, tu vois, il n'y a pas vraiment de cote, il n'y a pas vraiment de marché, il n'y a pas de liquidité. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à essayer de récupérer un prix. Donc, oui, tu peux tout suivre. Et si tu n'arrives pas à plugger ou à ajouter, à trouver quelque chose dans notre base de données, on a une catégorie qu'on appelle les autres actifs. Tu le mets à la main, du coup. Et en fait, tu le mets à la main. Là. Ok. Et alors, du coup, donc, ce qui doit être assez intéressant, c'est que là, tu me disais que tu as plus de 200 000 utilisateurs, 250 000 utilisateurs. Exact. Du coup, tu vois énormément de choses. C'est quoi les supports que tu vois le plus souvent, finalement? Alors, nous, ce qu'on a déjà, faut peut-être parler de l'utilisateur type. Nous, aujourd'hui, on a deux types d'utilisateurs. On a ce que j'appelle les indépendants. Donc, ça va être des chefs d'entreprise, des professions médicales, des professions libérales et professions libérales médicales. C'est une grosse partie. Ça va être généralement des hommes et des femmes d'une quarantaine d'années. Et après, on a des cadres supérieurs ou dirigeants. Donc, tu vois, c'est une population quand même assez spécifique. On pourrait dire CSP++ carrément. C'est CSP++. Ouais. Exactement. Parce que forcément, quand tu as pas mal de patrimoine, c'est là où le besoin de suivi se fait sentir. Ça veut pas dire que l'app, elle est bloquée pour les gens qui ont 2000 euros de patrimoine. Au contraire, elle est gratuite. Tu vois. Il y a moins de valeur, quoi. Il y a moins de valeur, mais par contre, je pense que c'est important de prendre le réflexe tôt. Donc, c'est pour ça qu'on la laisse gratuite aussi. On veut, tu vois, laisser à tous les néo-investisseurs qui se lancent un outil qui leur permettra de monter leur patrimoine et à terme d'avoir besoin de tout ce qu'on propose, mais pour l'instant déjà d'avoir un suivi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dans leur patrimoine? Alors, beaucoup d'immobilier, parce qu'en fait, souvent, il y a la résidence principale qui prend 40-50% du patrimoine. Beaucoup d'assurance vie. C'est clairement le support financier aujourd'hui qui capte le plus de flux. Fonds euro ou unité de compte? Tu fais la distinction ou c'est pour vous Non, bien sûr, on fait la distinction. C'est plutôt de l'unité de compte. D'accord. Alors, en fait, c'est simple, on regarde les contrats par type d'établissement.
Et typiquement, les établissements bancaires ont plutôt des gros contrats. Donc, tu vois, à la BNP, le contrat moyen chez nous, c'est 50 000 euros, D'accord. ce qui est pas mal. Mais par contre, il va y avoir beaucoup de fonds euros. Hmm. Parce qu'en fait, c'est des contrats qui sont assez vieux. Si tu prends des contrats beaucoup plus jeunes, qui vont être pris par exemple via des gens comme Linksea ou des courtiers assez modernes, et ben en fait là tu vas être sur des montants plus petits, mais beaucoup plus d'UC. Parce qu'en fait les gens veulent prendre du risque et donc là tu vois de l'ETF. Et c'est vrai que l'ETF c'est un peu la classe, tu vois, c'est l'actif financier phare chez nous. Mais sinon il y a aussi beaucoup de PEA, beaucoup de comptes titres. Le PER on le voit arriver, mais c'est quand même encore assez marginal. Après on voit évidemment de la pierre papier. On a d'ailleurs un classement dans l'app des SCPI les plus populaires, des ETF les plus populaires, des actions les plus populaires, des cryptos les plus populaires. Et j'essaie de me souvenir quelle est la SCPI la plus populaire, mais de mémoire, c'est Primovi. Primovi. C'est Primovi qui Ok. qui trust le classement en nombre d'utilisateurs qui l'ont en portefeuille. C'est Ok. pas le montant collecté. Donc, tu vois, et après, on retrouve tous les grands noms, on retrouve les SCPI Quorum, on retrouve aussi les néo SCPI. Hirokozen Remake, ouais. Exactement, eux, ils sont là aussi. Activimo, j'imagine, peut-être pas mal. Activimo, Pierre ouais. Val Santé. Exactement, Pierre Val Santé, Ouais. Épargne Pierre, tu vois, la SCPI de logistique, dont j'ai oublié le nom. C'est Activimo, justement. Ah, c'est Activimo. Après, t'en as une autre qui est Login, mais qui est plus récente, donc je pense qu'on Ouais, peut non, peut-être c'était un peu Activimo, moins. ouais. Ouais. Donc, tu vois, ces SCPI, elles sont là. Et la SCPI, on la voit beaucoup en direct, on la voit beaucoup en assurance vie, on la voit quand même beaucoup plus en direct. D'ailleurs, on peut aussi suivre la SCPI en pleine propriété et en nue propriété parce que c'est quand même un aspect qui est intéressant. On a plein d'utilisateurs qui sont expats et typiquement dans ce schéma-là, ou alors qui ont un très gros TMI, taux d'imposition marginal. Donc forcément, ça peut être intéressant de finalement prendre de la nue propre, de prendre la réduction au moment de la souscription et d'avoir des revenus dans, je sais pas, 5, 7, 8 ans en fonction de la clé de démembrement, au moment où en fait tu seras à la retraite, donc forcément tes revenus vont chuter et donc l'impact fiscal sera moindre. On a une vidéo complète dédiée sur le sujet d'ailleurs, si les auditeurs sont intéressés. Pour détailler, c'est effectivement un montage hyper intéressant quand tu as un taux d'imposition très élevé et que tu n'as pas besoin de revenus. Et que tu n'as pas besoin de revenus, exactement. Et ça, c'est cool. Tu vois, on le voit aussi d'ailleurs. C'est une bonne transition, tu vois. Si tu vas ajouter tes SCPI, que tu peux ajouter manuellement ou que tu peux connecter via des contrats d'assurance vie, nous, on va te projeter les dividendes que tu vas toucher. Et donc ça, en fait, on a fait un effort énorme parce que, je pense que tu sais mieux que moi, ce monde de la SCPI, il est comme encore assez papier et crayon. Et il n'y a pas vraiment de base de données hyper fiable où tout est là. Donc typiquement, si tu veux regarder les actions ou les fonds, il y a toute l'information elle est publique en fait. Et donc c'est assez simple de savoir qui va payer un dividende à quel moment. Les SCPI, voilà, ça tombe à un moment, c'est pas trop. Des fois c'est le 23 octobre, des fois c'est le 22, on n'en sait rien. Et donc on a fait le travail, tu vois, d'aller modéliser ça pour justement te donner encore une fois de la visibilité sur les revenus que tu vas toucher. Donc tu peux voir en fait le cash qui va être généré par tes SCPI, mais aussi par tes actions, par les ETF que tu as, etc. Ouais, puis il y a le montant qui n'est pas toujours évident sur la SCPI, parce que justement, en termes de données, on a créé une open data pour regrouper toute la donnée des actifs SCPI. Toi, je crois que tu l'as fait plutôt effectivement sur la partie dividende, sur les dividendes nets, ce qui est assez intéressant parce que les taux de distribution, bon, c'est hyper technique, mais les taux de distribution des SCPI sont affichés en brut. C'est-à-dire que si tu as des biens en Allemagne, tu vas afficher le loyer, enfin le taux de distribution brut, mais tu as de l'imposition en Allemagne. Donc en fait, ce que la personne touche dans sa poche, sur son compte, c'est un peu inférieur. Donc, je crois qu'effectivement, vous le faites comme ça directement sur le net. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, on a aussi fait le travail de regarder les secteurs auxquels t'exposes tes SCPI et les pays. Et en fait, bon, les pays, c'est souvent la France, mais tu as des SCPI comme Quorum, Iroko, tu vois, qui commencent à aller à l'international, ou qui y sont déjà carrément. Et donc, tu commences à avoir une diversification sympa. Donc ça te montre aussi globalement où est-ce que ton patrimoine est investi, et donc ça permet d'orienter tes choix. Faut savoir que, tu vois, moi j'ai demandé à avoir ce que fait Finari à mon banquier, à mes conseillers, etc. pendant des années. Je l'ai jamais eu. Ou alors je l'ai eu partiellement, ou alors je l'ai eu sur les contrats qu'eux m'avaient vendus. J'ai jamais eu au global. Et donc ce qu'on donne aujourd'hui à des clients gratuitement, c'est mieux que ce qu'a un client en banque privée. Et d'ailleurs, ça c'est marrant, il y a beaucoup de CGP que je salue qui demandent à leurs clients de se créer un compte sur Finari pour qu'en fait ils puissent commencer, ils fassent et ensuite ils leur envoient leur lien de partage. Et comme ça, le premier rendez-vous, il est hyper fluide. Alors qu'avant, c'était, attends, envoie-moi tous les documents, je t'envoie la liste. Là encore hier, j'ai parlé à un CGP pour comprendre comment il travaillait. Et du coup, il m'a dit, attends, je t'envoie ma liste de documents, et il m'a envoyé un PDF. Donc là, je me suis dit, mais c'est pas possible encore. Enfin, tu vois. Donc c'est marrant de voir les usages aussi et de voir que ça apporte de la valeur parce que littéralement, ça n'existe pas. Si vous avez 100 millions
et que vous allez chez UBS, ils vont vous sortir un PDF fait par des gens qui sont vers l'Opéra à Paris. C'est 100% manuel. C'est une œuvre d'art, le truc, mais c'est à la main. Je vois pas l'intérêt, en fait. Donc, nous, on peut le proposer et je suis très fier qu'un investisseur retail lambda Et accès à encore mieux ait accès à mieux ou la même chose à minima que quelqu'un qui est 100 millions et qui a tous les moyens du monde et qui a en plus un service qui est beaucoup, beaucoup plus poussé. Et alors là, tous les supports dont tu nous as parlé, ils sont finalement assez classiques. Ouais. Est-ce que vous avez des trucs plus insolites que vos utilisateurs ou qui t'ont surpris en fait en disant tiens, en fait, mes utilisateurs, ils ont énormément de ce truc-là, je n'y aurais jamais pensé. Alors, c'est quoi les trucs qui m'ont le plus surpris? Moi, ce qui me surprend toujours, c'est de voir que les gens pensent que le marché n'est pas efficient. Et donc, ils essaient d'investir dans plein de trucs, tu vois, qui sont complètement aléatoires. Et donc, en crypto, on a vu à peu près tout et n'importe quoi, le Shiba Inu, enfin, tu vois, toutes ces variations. Les fameuses shitcoins, c'est ça. Tous les shitcoins. Et d'ailleurs, nous, quand on a lancé notre produit crypto, on n'a pas listé de shitcoins parce qu'en fait, c'est sympa, hein, mais c'est pas de l'investissement, c'est du casino. Et moi, c'est pas quelque chose auquel j'adhère. Maintenant, ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est des produits. Moi, ça me fait un peu de la peine de les voir en portefeuille. Ça va être beaucoup de produits défiscalisants qui peuvent avoir un intérêt. Tu vois, il y a des très bons produits. Il y a le Girardin qui peut être intéressant. Tu vois, si tu veux baisser ton imposition, si c'est fait avec une bonne société, et il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais je vois aussi beaucoup de trucs qui sont concrètement des usines à commission. Et je trouve ça dommage en fait que les gens investissent là-dedans. Et en fait, c'est assez marrant quand on leur demande pourquoi ils ont ça. Ils nous disent, mais moi, mon objectif premier, c'est de baisser mes impôts. Et ça, pour moi, c'est un peu la question. D'ailleurs, vous pouvez la poser dans un dîner pour voir, en fait, jauger le niveau de quelqu'un en investissement. Quelqu'un qui dit, moi, je veux défiscaliser, c'est quelqu'un qui ne comprend pas l'investissement. Très concrètement. Parce qu'en fait, l'investissement, c'est quoi? C'est développer son patrimoine de façon fiscalement optimisée. Mais l'équation fiscale, enfin, la fiscalité, c'est une partie de l'équation. Moi, mon but, c'est d'avoir plus d'argent. C'est pas d'avoir moins d'impôts. Si j'ai plus d'impôts et plus d'argent, c'est que quelque part, j'ai pris des bonnes décisions. Mais tu as raison, parce que le rapport de pas mal de gens en fait, à l'impôt est super bizarre. Tu sais, on parle souvent de ce concept de « Ah, j'ai pas envie de passer dans la tranche supérieure de l'imposition ». Ouais. Ce qui est un truc, en fait, tu te dis, mais si tu passes à la tranche supérieure, c'est que tu gagnes plus d'argent en fait. Exactement. Obligatoirement. Donc, alors oui, si tu peux payer moins d'impôts, pourquoi pas, mais… Il y a des cas où tu payes, en gros, tu peux être pénalisé, mais bon, c'est marginal. Non, mais je pense que l'immense majorité des gens qui te disent « Je veux pas passer à la tranche supérieure » ne sont pas dans ce cas-là. Non, pas du tout. Et en fait, tu as plein de schémas d'optimisation. Mais ça aussi, c'est un peu, tu vois, un mythe. Tout le monde nous dit, un des gros sujets qu'on va développer en 2024, c'est l'accompagnement fiscal. Et donc, tout le monde nous dit, moi, j'ai envie de baisser mes impôts. OK. Mais en fait, il n'y a pas de martingale, tu vois. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de hack, là, qu'on va sortir d'un placard. On va dire, en fait, boum, avec ça, on annule l'impôt. Ça n'existe pas. Si vous avez une baisse de votre imposition, c'est que vous avez une contrepartie. L'argent, il est bloqué. Vous prenez un risque. Enfin, il y a toujours une contrepartie. Donc, typiquement, un très bon exemple de ça, c'est le compte titre. Tu vois, le compte titre, il est à 30%. L'assurance vie, elle a plein d'avantages fiscaux. Le PA aussi, il en a. Mais on va comparer assurance vie et PA. Et compte titre, pardon. Compte titre, tu peux acheter tous les actifs financiers. Tu as des frais hyper bas. Tu peux vraiment aller à… Le compte titre coûte 0, vraiment chez un broker en ligne. La transaction, elle coûte rien, franchement. Enfin, tu vois, t'as des brokers où c'est gratuit, t'as des brokers où c'est 2 euros, tu vois. Moi, j'utilise 2 Giro de temps en temps. J'ai passé un ordre là cette semaine, je crois que c'était 1 euro et quelques. Bon, voilà, tu vois. Alors oui, je préférais payer. C'est négligeable, ouais. C'est négligeable. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres frais cachés, hein. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe quand je vends ma position? Si je suis en gain, je paye la flat tax, 30%, sur la plus-value, évidemment. Alors déjà, les gens, il y en a qui comprennent pas qu'en fait, c'est que sur la plus-value, hein, c'est pas sur le capital. Et si je suis en perte, la plus-value, je peux la reporter pendant 10 ans, la moins-value. Et donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on va faire pour nos utilisateurs. D'ailleurs, tu peux aussi, il y a des histoires d'imposition si tu touches des dividendes à l'étranger. Enfin, il y a plein de choses à faire autour de ça. Donc ça, c'est le compte titre. Ça fait pas rêver, mais c'est assez simple. À côté, tu as l'assurance vie où tu as plein d'avantages, tu as les abattements, etc. Tu peux sortir tant sans payer d'impôts, etc. C'est génial. Sauf qu'il y a des frais dans l'assurance vie. Le contrat, l'enveloppe, elle coûte de l'argent et ensuite, ce que tu mets à l'intérieur coûte de l'argent. Si tu prends des ETF, ça coûte pas très cher. Si tu prends des fonds actifs qui t'ont été recommandés par quelqu'un qui touche une com dessus, bah forcément, ça peut être 1, 2, 3%. Et donc, il y a plein de calculs qui prouvent qu'en fait, sur le long terme, l'assurance vie est moins intéressante que le compte titre. Après, il y a plein de cas, tu vois. Ça dépend vraiment de plein de cas spécifiques. Mais le compte titre, c'est un instrument qui est très intéressant. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que chez nous, on vient de faire le sondage, là, on va d'ailleurs sortir les données bientôt. Plus l'utilisateur a de l'argent,
plus le compte titre devient son enveloppe principale. Ouais, après, c'est pas étonnant parce que de toute façon, tu as des plafonds sur les Exactement. abattements de l'assurance vie, etc. Exactement. Donc, Mais tu vois, le réflexe de dire l'assurance vie c'est automatique. Alors l'assurance vie c'est une super enveloppe. Mais attention, en fait, juste challenger ça, il y a peut-être une optimisation fiscale à faire. Mais après, il y a des trucs absurdes, tu vois. Il y a plein de gens qui achètent par exemple des titres français ou européens via le compte titre. Bah non, achetez-les via le PEA. Parce qu'en fait, vous payerez pas d'impôt sur la plus-value si vous gardez le PEA pendant 5 ans. Alors ça paraît évident, tu vois, quand tu le sais. Mais je peux te garantir que 99% des gens ne le savent pas. Et même ceux qui le savent, pour qu'ils passent à l'action et qu'ils fassent l'arbitrage, ça les ennuie, tu vois. Franchement, ils ont la flemme. Donc C'est nous, on est marrant là parce aussi pour leur mettre le pied à l'étrier. Mais c'est rigolo ce que tu dis parce qu'effectivement, l'assurance vie, c'est devenu cette espèce d'enveloppe fourre-tout dans laquelle fourre-tout. par défaut, on te dit qu'est-ce que tu vas faire? Ah, fais une assurance vie. Alors maintenant, on te dit quand même un peu, bon, d'abord maximise ton livret A, puis fais une assurance vie. Mais je partage assez ton opinion, c'est-à-dire que finalement, personne comprend vraiment les frais de l'assurance vie qui sont pas neutres du tout sur la Ils sont performance. pas neutres. Et en fait, quand tu vas voir, et d'ailleurs, c'est aussi expliqué dans l'étude, l'étude, la fameuse étude sur les frais. Il y a eu, tu vois, MiFID oblige à indiquer clairement les frais qui sont payés par l'investisseur dans les documents d'information. Donc nous, on a interrogé nos utilisateurs, on leur a dit, voilà, comment vous comprenez ce document? Alors déjà, ils comprennent rien. Et en plus, les frais, ils sont exprimés en pourcentage par an. C'est-à-dire que c'est 1,5 par an. Mais c'est pas grand-chose, 1,5, ça va, c'est pas énorme. Sauf que 1,5 par an sur 30 ans, ça fait 35% de performance perdue. C'est ça la réalité. Donc c'est pas du 45. tout. C'est vrai, tu vois, non, c'est même beaucoup plus. Donc en Ouais. fait, nous, tu vois, ce qu'on fait sur Fitari, c'est qu'on projette l'impact. On te montre, ok, ce 1,5, ce 2% là qui paraît pas grand-chose, regarde, à la fin. En fait, c'est l'intérêt composé inverse, quoi. C'est l'intérêt composé inverse parce que oui, ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Et donc, tu vois, c'est ça le travail d'éducation à faire. Et c'est là où une app peut le faire de façon. Nous, on n'a rien, tu vois, moi, j'ai rien contre le conseiller qui a proposé ça parce qu'il avait peut-être des très bonnes raisons. Et je veux juste que mon utilisateur ait une bonne expérience. Donc, j'ai aucun problème à montrer les faits. Et en fait, les faits, ils sont ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, les recommandations de cette fameuse étude disent, il faudrait que ce document mette en exergue l'impact sur le long terme, qu'il le projette, pas juste que ça soit un calcul par an, on comprend rien, tu vois. Donc, c'est hyper dommage. Et ça renforce, tu vois, tout ce qui rend la finance complexe au final. L'opacité finalement. Ouais, ça empêche les gens d'investir. Et alors, Finery, c'est l'app dont on a pas mal parlé, mais c'est aussi une communauté aujourd'hui. Ouais. C'est quoi alors parce que vous faites YouTube, vous avez un forum, peut-être le plus gros forum de finance personnelle, le deuxième forum de finance personnelle après jeuxvideo.com. Ah, après jeuxvideo.com. Clairement le premier sur les CSP+. Après sur jeuxvideo.com, c'est une autre population qui est aussi intéressante et il y a de l'information intéressante, mais c'est vrai qu'on est devant Reddit, on est devant tous les autres forums. D'accord. Et on est parti un peu de rien, tu vois, on l'a lancé au moment où on a lancé l'app. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, moi, il y a quand même, tu vois, je voulais un peu libérer la parole. Et l'argent, c'est tabou. Moi, j'en parle à mes parents. Mes parents, ça les ennuie, tu vois. Ils disent, oh, non, le banquier s'en occupe très bien, on a un bon privé, t'inquiète pas, c'est génial. Et après, moi, je regardais ce qu'ils faisaient, je disais, mais c'est nul, en fait. Oui, le café, il est bon et le bureau, il est sympa, mais c'est quoi la valeur ajoutée? Donc, je peux pas en parler avec mes parents. Mes potes de promo, personne parlait de finance, ça ne les intéressait pas. Les gens autour de moi, il y en a assez peu qui investissaient et je me suis dit, mince, tu vois, il n'y a pas d'endroit où je peux parler de finance. Du coup, j'allais sur des forums américains. Et non seulement, alors c'était super, mais c'était pas du tout exactement mes cas, ou alors j'allais sur des forums que je trouvais pas très intéressants. Donc, du coup, je me suis dit, ok, moi je veux créer un produit qui permet aux investisseurs de suivre leur patrimoine, mais je veux aussi leur donner un endroit où ils peuvent poser leurs questions et surtout lire les opinions des autres. Parce que sur le forum de Finari, il y a personne qui a un intérêt à vendre quoi que ce soit. Et d'ailleurs, les communications commerciales sont interdites et on banne automatiquement les gens qui le font. Et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et donc, en fait, tu veux investir dans une SCPI, épargne pierre par exemple. Et ben, tu peux demander aux gens, vous pensez quoi d'épargne pierre? Les gens vont dire, moi j'ai investi dedans, ça fait 5 ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'en pense ça. Tu peux poser une question sur un sujet d'actualité. Tu peux présenter ta situation. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça fait le lien du coup avec le deuxième canal qui est vraiment hyper important pour nous, c'est YouTube. Pourquoi on a fait YouTube? Parce que c'est sympa de lire un article, tu vois. L'étude sur les frais, elle est géniale, mais je n'attends pas d'un investisseur qui débute d'aller déjà trouver le PDF sur le site de l'université de Regensburg et d'aller lire le truc, et c'est imbitable, tu vois. Donc, le format vidéo, je le trouve juste beaucoup plus digestif, tu vois. C'est 10 minutes ou 5 minutes et tu peux vraiment donner beaucoup de valeur. Et donc, encore une fois, je me suis inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis, où il y avait plein de vidéos géniales, et je me suis dit, en fait, je vais faire la meilleure chaîne de finance francophone, tu vois, pour l'éducation financière.
Aujourd'hui, on est la 3e chaîne YouTube sur la finance. Si on regarde juste le trafic du mois dernier, mon but, c'est d'être la plus grosse chaîne de finance. Et d'ailleurs, mon but aussi, c'est de devenir le premier site d'information financière. Donc ça, c'est un autre objectif. Okay. Mais tu vois, je veux vraiment que Finaris, ce soit non seulement une app, mais aussi un hub, en fait, où tu puisses parler à des gens, où tu puisses te former, te documenter. Parce que tu sais comme moi, quand tu parles à quelqu'un qui a les bonnes bases, c'est beaucoup plus simple. En fait. La conversation, elle est hyper simple. On parle des vrais sujets, on parle des bons sujets. Quelqu'un qui est encore en train de se demander si le livret A, c'est pas suffisant, il y a un travail éducatif à faire. Et il faut le faire. Et donc pour ça, il faut créer des contenus qui soient le plus accessibles possible. Et notre objectif, tu vois, c'est que ça soit simple, mais que ça soit hyper rigoureux. Nous, on n'est pas là en train de vendre des formations, tu vois, sur TikTok. On n'est pas des charlatans, on fait pas du trading, on ne dit pas qu'en fait l'investissement c'est simple. Non, c'est pas simple. Et non, c'est lent, tu vois. Mais par contre, si c'est bien fait, c'est pas compliqué. Donc tu vois, c'est ça l'objectif des contenus. Donc j'apprends sur YouTube, peut-être bientôt sur le site. Ouais. Je discute sur la communauté et je suis sur Finaris. Exactement. Et puis maintenant, j'achète. Et j'achète. Des cryptos. J'achète des cryptos. Et c'était important, tu vois, que tu puisses passer à l'acte parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me disaient, bon, bah, voilà, moi, j'ai connecté tous ces comptes, c'est génial, mais pourquoi, en fait, je dois connecter mes comptes? Parce que moi, j'adore l'expérience Finaris. Est-ce que vous pourriez pas me proposer un produit d'investissement? Donc, on s'est dit, bon, c'est évident qu'on veut le faire. C'était notre vision dès le départ. C'était sympa que les utilisateurs le pensent aussi. Et donc, en réfléchissant à ce qu'on voulait faire, on a regardé ce que faisaient nos utilisateurs et on les a interrogés. Et en fait, on a vu que la classe d'actifs sur laquelle ils voulaient le plus investir il y a quelques années, c'était la crypto. Et c'était aussi la classe d'actifs qui était la plus marginale dans leur patrimoine. Donc, tu vois, il y avait un gap. Il y avait clairement quelque chose à faire. On allait les voir, on leur a dit, bon, qu'est-ce qui explique ce gap, quoi? Ça vient d'où? Et le gap, il vient du manque de confiance. Il vient de l'absence de régulation. Il vient des faillites aussi. Tu vois, on a beaucoup d'utilisateurs qui avaient de l'argent sur FTX, qui avaient de l'argent sur BlockFi. Donc, forcément, c'est pas agréable de se faire hacker ou de perdre, ou de se faire arnaquer carrément, dans le cas de FTX. Ils savent pas quoi acheter. Ils savent pas par où commencer. Ils ont l'impression de tout devoir savoir. Ça, c'est un truc que je vois assez souvent. Tu vois, quelqu'un qui débute dans l'investissement, il a l'impression qu'il faut tout savoir. Avant de se lancer. Avant de se lancer. Il faut que ça soit parfait pour passer à l'action. Donc, moi, je lui dis, donc, ok, donc toi, tu ne sais pas conduire. Et ce que tu veux conduire là, pour commencer, c'est une Formule 1. Bah, commence déjà par prendre un cours d'auto-école. Dans une Clio et pardon. Voilà. Quoi. Et c'est ok, et c'est normal. Et c'est ok aussi. Alors, en voiture, c'est pas très agréable de se planter, mais en investissement, c'est indispensable de se rater un petit peu. Tout le monde a fait des mauvais investissements, moi le premier. Et à chaque fois, j'ai appris quelque chose. Et du coup, forcément, maintenant, j'ai une stratégie qui profite des 10 années, 15 années d'expérience que j'ai accumulées. Mais donc, tu vois, à un moment, il faut mettre le pied à l'étrier. Et donc, on a fait un produit crypto qui correspond, en fait, qui répond à ces problématiques. C'est super simple. C'est régulé en France. C'est sécurisé. Ton compte bancaire est français. On te crée des collections. En fait, l'objectif, c'est te permettre d'investir régulièrement dans une allocation crypto que tu as définie ou tu as choisi une de celles qu'on a préconstruites. Et donc, très concrètement, ça s'appelle du DCA. Alors, vous proposez aussi d'investir régulièrement. Versement programmé, ouais. Versement programmé. Alors, nous, c'est moins DCA parce que tu sais, DCA, c'est vraiment dollar cost averaging. Il y a ce concept de lisser le point d'entrée. Ouais. Qui est moins le cas en SCPI puisque tu n'as pas une variation aussi importante. Exactement. Mais c'est le concept de mettre au pot régulièrement. Et moi, je crois beaucoup à l'automatisation de ton épargne. Ça, c'est vraiment mon dada, tu vois. En fait, tu peux pas te dépenser l'argent que tu ne vois pas. Donc, si ton argent rentre, ton salaire rentre le premier, le 2, il y a tous les versements programmés ou les prélèvements qui arrivent, c'est fini, en fait. Cet argent-là, tu vas commencer à construire ta vie sans. Et donc, cet argent-là, tu vas l'investir, il va travailler pour toi. Et donc, tu peux définir effectivement, créer ton plan d'épargne en crypto. La plupart des gens, 85% investissent sur Bitcoin et Ethereum parce que ça reste quand même les deux gros actifs. On n'a pas une population qui est forcément qui est pas là. Ils sont pas là pour le trading, tu vois. Ils sont là pour se créer une épargne. Moi, je pense que la crypto, ça a sa place dans une épargne, ça a sa place dans un patrimoine. La bonne place, c'est-à-dire 5, 10% si on est vraiment prêt à prendre du risque. Moins si on est prêt, si on est plutôt risque averse, ou si on est risque averse, on n'en prend pas du tout, c'est ok aussi, t'as pas besoin. Mais je pense que si tu as envie de prendre du risque, oui, à mon avis, la crypto va surperformer le marché action, qui va surperformer le livret A, etc. Donc ça a sa place, et donc c'est bien d'investir régulièrement, de lisser son point d'entrée, et d'investir sur une allocation que tu auras construite toi, ou tu auras sélectionné la note. Donc c'est hyper simple, et le point et notre cheval de bataille, c'est évidemment que ça soit simple et que ça soit pas cher. Donc nous, on a des frais qui sont hyper bas. On va, tu vois, jusqu'à 0,49% par an. On ne prend pas de commission cachée, ce qu'on appelle le spread, ce que font la plupart de nos concurrents. C'est-à-dire qu'ils disent c'est gratuit, mais en fait derrière, ils ont un accord et donc il y a un énorme spread. Alors c'est assez simple à voir.
tu regardes le prix d'achat et le prix de vente. S'il y a 1% de différence ou 2% de différence, C'est qu'il y a de l'argent qui est fait dessus. exactement, cet argent, enfin, c'est pas un bug, hein, c'est que l'argent, il va dans la poche du broker. Donc bon, nous, on fait pas ça. Nous, on te donne le prix qu'on arrive à avoir sur le marché. On a les meilleurs prix en euros du marché. Et derrière, tu as quelque chose d'hyper simple. Surtout, ça tourne tout seul. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai mis en place mon plan. D'ailleurs, j'ai partagé sur Twitter les résultats régulièrement. Alors, il se trouve que j'ai gagné de l'argent parce que le marché a monté, mais voilà, c'est juste, c'est pour dire que je n'ai rien fait et ça se fait. Et même, j'oublie régulièrement que je l'ai fait, tu vois. Et en gros, ce qui est génial, c'est que, ça tourne tout seul. Et notre vision, pour finir, c'est que on a commencé par la crypto, mais c'est qu'à terme, on ait toutes les classes d'actifs pertinentes sur ce mode de pilote automatique. Parce que l'investissement, moi, je crois pas que ce soit l'intérêt principal de la plupart des gens. Il se trouve que c'est le mien, mais j'attends pas de tout le monde. Moi, je pense que les gens, ils ont d'autres passions et c'est très, très bien. Donc, si on peut automatiser tout ça, en fait, Tu simplifies la vie de tout le monde. on leur simplifie la vie et en fait, on les aide parce que c'est ces investissements réguliers qui vont faire que dans 10, 20, 30 ans, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur vie parce qu'ils auront assez de patrimoine. Et ça, franchement, la réalité, c'est qu'il faut s'y mettre, tu vois. Il faut s'y mettre, il faut automatiser, après, il faut oublier. Et alors, du coup, là, tu disais, donc, tu commences par la crypto, d'autres classes actives par la suite. Du coup, pour finaliser cet entretien, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur l'immobilier et puis, en partie, les SCPI? Nous, c'est évidemment le sujet qu'on connaît le mieux parce qu'on fait que ça aujourd'hui. C'est quoi ta vision de l'immobilier aujourd'hui? Les taux ont énormément augmenté. Ça vaut encore le coup d'acheter de l'immobilier? Moi, j'adore l'immobilier, tu vois. J'adore l'immobilier. Et c'était un rêve pour moi d'acheter des appartements. Et donc moi, j'ai pas ma résidence principale, j'achète que des biens locatifs que je loue en LMNP, donc en location meublée non professionnelle. Pourquoi je fais ça? Parce T'en as combien pour l'instant? Pour l'instant, j'en ai 2. Ok. Et tu vois, en gros, l'idée, c'est d'en acheter peut-être 1 ou 2 de plus. Après, j'ai pas beaucoup de temps à y accorder. Mais j'ai Où c'est à Paris, province pour l'instant? Province, en Savoie. D'ailleurs, j'ai posté sur la communauté Finari les péripéties que j'ai vécues pour mon premier achat, où j'ai eu toutes les galères que tu peux imaginer. Le locataire j'ai acheté un appartement où il y avait un locataire dedans. Il est parti le premier mois. Après, on m'a annoncé, la copro m'annonce, le syndic m'annonce que l'immeuble va s'effondrer parce qu'il y a un énorme problème. En fait, il n'y avait pas du tout de problème et ça nous a coûté 2 000 € de travaux. D'accord. Après, j'ai eu un dégât des eaux. Après, tu vois, j'ai eu toutes les galères. Donc, t'adores l'immobilier, mais pour l'instant, c'est un amour un peu vache quand même avec l'immobilier. C'est un amour vache, mais en fait, j'ai essayé de gérer moi-même cet appartement pour comprendre justement tout ça. Et donc, du coup, fort de ce constat, j'ai acheté un deuxième appartement que j'ai mis sur Airbnb, où alors là, je suis en train d'essuyer tous les plâtres possibles et imaginables, mais au moins, j'apprends, tu vois. Et c'est intéressant, pour l'instant, l'appartement en Airbnb part plutôt bien, et l'autre, il est très rentable. Et donc, est-ce que je vais continuer à acheter de l'immobilier? Évidemment. Évidemment, pourquoi pas en fait? Parce qu'en fait, en France, on a un système qui est parfait en termes de taux. C'est-à-dire que parfait pour l'investisseur, on va dire. Parfait pour l'investisseur, pas parfait pour la banque. La banque, elle est dégoûtée. Mais en fait, on a des taux qui sont fixes. Si tu vas voir en Pologne ou en Angleterre, le gars, il va dire quoi, taux fixe, ça existe ça? Ben oui, ça existe. Chez nous, c'est 95% de la production de crédit qui est à taux fixe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, tu empruntes à 25 ans à 4,5, je pense, peut-être un peu plus. Ouais, à peu près, ouais. Ok. Alors déjà, faut demander à nos parents. Eux, ils ont emprunté à 4,5 et ils trouvaient ça normal à l'époque. Donc en fait, c'est des taux normaux. C'est juste qu'on sort d'une période anormale. Mais la réalité, c'est que tu loques ton taux. Qu'est-ce qui va se passer quand les taux vont baisser? Tu iras retourner voir le banquier et tu renégocieras ton crédit. Et donc, tu baisseras ta mensualité. Donc, en fait, la seule question à se poser, c'est est-ce que le prix de l'immobilier va baisser? Donc, si tu arrives à renégocier, si tu achètes le bien au même prix qu'il y a 2 ans avec un taux à 4,5, très mauvaise affaire. Si par contre, tu arrives à faire baisser le prix de 20, 30%, qui en fait est la perte de pouvoir d'achat. On a perdu 25% de pouvoir d'achat à cause de cette histoire de taux. Et ça peut être une bonne affaire. Il y a toujours des bonnes affaires à faire dans l'immobilier, mais par contre, c'est chronophage, c'est hyper risqué en fait quand on y pense, parce que tu vas acheter un bien 100, 200, 300, 500 000 €, 1 million d'euros. Donc en termes de diversification, c'est zéro, tu vois. Et c'est là où je trouve la pierre papier intéressante. J'ai aussi de la SCPI, parce que justement, j'avais pas envie de m'en occuper, tu vois. J'avais pas envie de m'occuper de trop de trucs. Et donc, je trouvais le concept intéressant. Et donc, c'est une stratégie où je me suis... Pas acheté avec Louvainvest, par contre. Pas acheté avec Louvainvest, c'était avant, mais j'aurais adoré avoir Louvainvest parce que moi, je suis passé par un conseiller qui était super, tu vois. Mais c'était du papier, c'était insupportable pour la souscription. Et c'était, même pour lui, tu vois, c'était hyper pénible parce que une fois qu'on avait trouvé les bonnes SCPI, on a passé 15 plombes juste à faire le dossier, ouais. Et donc, tu vois, c'était assez pénible. Mais c'est vrai que c'est agréable. Et il se trouve que bon, pour l'instant, j'ai eu de la chance, je touche du bois. J'ai pas eu. T'as acheté quoi?
Alors, j'ai de l'épargne pierre. Ouais. J'ai une SCPI en Allemagne, dont j'ai oublié le nom. Nova Pierre Allemagne 2. Non. Eurovalis. Eurovalis, Ouais. exactement. Iroko. Ouais. Très bien. Et là, je vais faire du corps, tu Ok. vois. Donc, en gros, l'idée est pareil, tu vois. Si, avec mon recul de maintenant, je pense que si je devais recommencer, je prendrais beaucoup plus de SCPI pour mieux diversifier. Et je prendrais aussi des SCPI qui ne sont pas sectorielles. Je prendrais que des SCPI qui sont en fait Opportuniste. Ouais. ouais, qui sont opportunistes. En Mm. fait, quel est l'intérêt d'acheter que de la santé? En fait, tu vas acheter toujours super cher et quand le marché va se retourner, bah, tu vas être un peu bloqué. Une SCPI opportuniste, elle va aller sur la santé maintenant, quand ça commence à chuter, ou elle va aller sur autre chose, elle va aller sur peut-être pas sur de la logistique au moment où c'est hyper cher. Mm. Donc je trouve que les deux sont intéressants. Je trouve que par contre, on fait trop une fixette sur l'immobilier en France. Parce que la réalité, c'est que la meilleure façon de s'enrichir, c'est d'investir dans les marchés actions. Tu vois, ce matin, j'étais avec un journaliste et on regardait la capitalisation boursière de Microsoft. Donc Microsoft a gagné 63 milliards de capitalisation boursière grâce à l'histoire d'OpenAI. Ils ont récupéré Sam Altman et au final, ils vont réussir à placer quelqu'un au board. 63 milliards. Pour mettre en contexte, la capitalisation boursière de la plus grosse société française, c'est LVMH, c'est 250 milliards. Ah, 380 milliards. Ah, ça a augmenté, ok. Donc tu vois, juste, c'est un Ouais. ordre de grandeur. La capitalisation de Microsoft, c'est plus de 2000 milliards. Ouais. Et ça c'est quelque chose. En fait, le marché action, c'est le meilleur outil de richesse et surtout, c'est parfaitement liquide. Et donc, le S&P 500, les 500 plus grosses sociétés américaines, c'est 10% de rendement annualisé sur 100 ans. Alors ça, on peut me dire ce qu'on veut et on me dit tout le temps oui, mais c'était différent avant. Mais non, avant, il y a eu 1929, il y a eu la guerre, il y a eu 2 guerres même. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés. Il y a eu la crise financière, il y a eu le dot-com boom. Donc évidemment qu'il y a eu des crises, des moments de stress, il y a eu des grosses baisses, c'est reparti. Il y a eu de l'inflation aussi. Mais ça reste un formidable outil de création de richesse. Et surtout, il est liquide. Et donc, je trouve que c'est très bien d'avoir de l'immobilier, de la pierre papier, parce que ça permet de facilement s'y exposer avec du levier, peut-être un peu moins en ce moment, mais à l'époque, c'était intéressant. Mais en tout cas, ça permet de se diversifier et de rien faire. Ça, c'est génial. En plus, il y a l'histoire de la nue propriété qui peut être intéressante. Aller faire du levier pour s'acheter sa RP ou faire du locatif, ça, c'est trop bien aussi, parce qu'en fait, tu vois, ça permet d'accélérer sur le sujet et d'aller finalement s'enrichir grâce à son banquier. Donc, merci, j'aime ma banque aussi pour ça. Mais faites des actions, investissez dans les marchés actions parce que, encore une fois, c'est hyper liquide. Et le jour où vous avez un pépin, où vous avez besoin de cet argent, il est là. Le jour où vous avez un pépin, où vous avez besoin de vendre votre appart, bah bonjour, parce que ça dure quand même très très longtemps. Et alors, c'est quoi, tu vois, est-ce que sur la data un peu de tes utilisateurs, c'est quoi le portefeuille moyen d'un utilisateur en termes de, tu vois, actions, crypto, peut-être produits un peu plus exotiques et immobilier? Ouais. Portefeuille moyen, 40% d'immobilier, 45% d'immobilier. Ok. Donc quoi, les 2 tiers qui sont la résidence principale ou? Ouais, mais après on a une population qui commence à être quand même, plus la population rajeunit, moins ils sont propriétaires de leur RP. D'accord. Parce qu'en fait ils ont plus envie de figer un aussi gros montant, de mettre un apport l'apport est monstrueux en ce moment. Et ils préfèrent faire de l'immobilier locatif. D'accord. Donc tu vois, c'est un mix. Après là-dedans, je compte aussi la pierre papier. Ah, tu comptes la SCPI. Je compte la SCPI. Donc 45%. Après, ce qui vient ensuite, malheureusement encore. Assurance vie. Alors pas malheureusement l'assurance vie, mais il y a aussi beaucoup de cash. Ouais. C'est pas le deuxième, mais en gros, avant, c'est les actifs financiers. Donc là, tu vas avoir toutes les enveloppes. Assurance vie, premier, ensuite PEA, ensuite compte titre. Je t'ai dit, en fait, plus t'es riche, plus t'as du compte titre. Plus t'es un investisseur jeune, plus t'as du PEA. Et le PEA, on voit vraiment que ça c'est devenu hype en fait concrètement parce que c'est une super enveloppe. C'est la meilleure enveloppe si tu débutes. Elle est gratuite chez une banque en ligne. T'as pas d'impôt sur la plus-value. Tu peux acheter des ETF. T'as pas de frais sur l'enveloppe. C'est génial. Donc ça capte énormément de flux et malheureusement à l'intérieur il y avait quand même évidemment des UC, mais il y a aussi beaucoup de fonds euros. Ouais. Donc ça c'est dommage parce que le fonds euro c'est sécurisant, mais quand t'as 25 ans je ne vois pas l'intérêt de faire un fonds euro. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Oui, ou de l'épargne de sécurité. Alors après, tu pourras me dire, dans ce cas, fais du livret A. Mais... Exactement. Pourquoi la mettre dans une assurance vie? Mettons-la dans un livret A. 3% à 23 000 euros, c'est pas mal. En ce moment, la prime de risque des marchés actions, elle n'existe pas. Tu vois. Enfin, pourquoi j'irais prendre du risque alors que je peux avoir 3% sans risque? Même si j'achète des obligations de la Banque Centrale Européenne, je suis à 4,25. La Fed, je suis à 5,5. Mais pourquoi j'irais prendre du risque sur les marchés actions? Donc, immobilier, à peu près 30% d'actifs financiers, ce qui est quand même conséquent. Encore une fois, je pense qu'on a une population assez particulière. Ouais, assez aguerrie quand même. Qui est assez aguerrie. Ça, tu prends un Français moyen,
malheureusement, c'est tout petit. Il faut rappeler Ouais. qu'il y a 15% des Français qui ont des actions dans leur patrimoine. 15%. C'est ridicule. Enfin, Ouais, on c'est est très vraiment nuls, tu vois. Il y a encore un énorme gap. Mais enfin, nous, tu vois, quand on en parle, on a l'impression que tout le monde a des actions, tout le monde en parle tout le temps. Mais en fait, non. La plupart des gens n'en ont pas parce que ça leur fait peur, ils savent pas comment se lancer. Donc ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, et ça, c'est malheureux, c'est du cash. Et donc là, du cash, là, je vois des trucs lunaires, je vois du cash sur des comptes bancaires. Donc là, ça me fait pleurer parce qu'il y a des gens, et d'ailleurs, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. J'ai beaucoup d'amis qui bossent en finance, qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros sur leur compte courant parce qu'ils ont juste pas le temps, ils s'en occupent pas, ils font du M&A, tu vois. Et ça, c'est dramatique. Et donc, on voit des proportions énormes de cash qui dorment sur des comptes courants. Donc ça, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens, attendez, ce cash-là, il est érodé par l'inflation, mettez-le au moins sur votre livret A. Au moins, c'est un clic. On voit quand même les livrets A qui sont blindés, les gens adorent les livrets A, et on voit plein d'autres livrets. Et on commence à voir émerger d'ailleurs les comptes à terme. Depuis à peu près 6 mois, 1 an, tu vois, que le compte à terme est redevenu à la mode. Et donc, une fois que tu as couvert ces trois actifs-là, enfin ces trois grandes masses, en fait, tu as fait le tour. Hein. Et après, tu as beaucoup de long tail. Tu as de la crypto aussi en dernier. La crypto qui représente chez nous 15% des patrimoines, ce qui est énorme. Ah, c'est énorme, ouais. C'est énorme. C'est énorme. Mais, encore une fois, population très particulière. Je pense que ça va beaucoup augmenter. Et la crypto, en fait, va quelque part bénéficier, enfin, les autres classes d'actifs vont bénéficier de la hausse de la crypto. Tu vois, l'argent va se recycler dans autre chose. Et je pense que, d'ailleurs, peut-être que ce qui fera repartir le marché de l'immobilier, ce sera peut-être, en fait, la hausse de la crypto, parce que tout le monde sera devenu millionnaire, et ça repartira. Et après, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est évidemment le côté passif. Et là, on voit des taux qui sont extrêmement bas en moyenne. On a bien sûr des gens qui continuent à emprunter en ce moment. C'est possible de faire du crédit. Moi, j'ai fait un crédit il y a pas très longtemps, à un taux pas terrible, mais bon, c'est pas grave, quoi. Mais en tout cas, il y a encore des gens qui font de l'emprunt, mais leurs taux sont très très faibles et donc ils ont cette chance d'avoir des taux historiques, tu vois. Ouais. Mais le patrimoine de base est assez simple et assez sain. Donc, tu vois, IMO, actions, du cash pour saisir des opportunités ou parce qu'ils savent pas quoi faire. Crypto pour aller prendre du risque. Mais en fait, tu vois, moi, je fais souvent cette espèce de pyramide du patrimoine. T'as pas besoin d'aller plus loin. Est-ce que tu peux aller faire de l'actif alternatif qui est le top de la pyramide? Faire du private equity? Oui, si tu as un très gros patrimoine, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il faut faire des NFT? Non, certainement pas. Est-ce qu'il faut aller faire du crowdfunding immobilier ou je ne sais quoi? Non, t'as pas besoin en fait. Tu n'as pas besoin de faire ça parce qu'en fait, en faisant les basiques, c'est très bien. Et ça, c'est un gros problème aussi pour les investisseurs. Ils pensent que ça doit être compliqué. Donc retour aux sources en fait. Retour aux sources. Nous, on a des utilisateurs. Et ça, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Il y a des gens qui ont des comptes titres, un ETF, et ils ont 1, 2, 3, 5 millions d'euros sur l'ETF, sur le MSCI World. Ouais. Donc je leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Ils te disent, bah, c'est... Why not, quoi? Ouais, il y a 1600 titres dans cet ETF. Il y a l'Amérique du Nord, il y a l'Europe et il y a le Japon. Il y a tous les secteurs. Il y a le cyclique, le gros, tout ce que tu veux. Pourquoi j'irais mettre 50 titres en portefeuille? C'est hyper simple, c'est hyper sain en fait. Et ça dérange beaucoup de monde de se dire, oula, un titre? Non, c'est pas possible. C'est risqué parce qu'on est trop concentré. Mais non, paradoxalement, en fait, ça, c'est pas risqué. Que ce soit les MSCI World, ça peut être un autre, tu vois. Ça peut être c'est déjà diversifié, en fait. C'est déjà hyper diversifié. Le seul risque, au final, c'est l'émetteur. Après, il y a aussi des risques de contrepartie si c'est un ETF synthétique. Mais bon, ça, c'est un peu technique. Mais sur un compte titre, tu peux prendre des ETF à réplication physique. Si l'émetteur, c'est BlackRock, honnêtement, si BlackRock fait faillite, t'as d'autres problèmes avant. Tout le monde aura un autre problème parce que c'est un peu la fin du monde. C'est 9 trilliards de dollars d'actifs gérés. Tu vois, c'est absolument lunaire. Il possède 10% du S&P 500. Donc bon, c'est la cata. Mais en tout cas, le patrimoine simple avec les grandes classes, la crypto pour vraiment aller chercher de l'alpha, bah ça suffit. Et c'est ça qui est une bonne conclusion, tu vois, c'est que le bon investissement, c'est en milieu. C'est des trucs hyper simples. T'y penses pas, tu laisses couler. Tu laisses couler, tu investis sur des trucs qui ont fait leurs preuves. Et est-ce que tu iras faire le x10 en 1 an? Non. Mais ça, c'est un autre métier. Et moi, je suis pas de... c'est le joueur de loto, ça. Ouais, c'est le loto où c'est, tu vois, en start-up, les gars qui arrivent à trouver la prochaine start-up qui va exploser. Ouais. Ça, c'est un métier. Mais même les investisseurs en start-up, quand ils investissent dans 10 boîtes, les professionnels, les VC, il y en a, allez, 7 qui partent au tapis. Il y en a 2 qui vont faire marchoter. Marchoter x2, x3, mais bon, ça va être douloureux, tu vois. Et il y en a une qui va faire x10, x15 et qui va être le returner et qui va payer pour toutes les autres. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut avoir 10 boîtes en portefeuille. Et on estime qu'il faut avoir 35 positions de non-cotées pour être diversifié. Donc moi, quand je vois des gens qui me disent, moi j'ai 25 ans, 10 millions de patrimoine et j'investis en start-up, je leur dis,
No Là, go. là, il y a un gros Ouais. problème dans l'allocation. Revenez au basique. Donc, oui, c'est cool d'avoir des rêves et de penser que tu vas faire x10. C'est peut-être que tu as un edge parce que tu es un ingénieur dans un domaine hyper particulier, que tu as vu que cette boîte-là, ils allaient faire la tech qui allait changer le monde. Peut-être. Mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Donc, fais le truc sécurisé et fais le play de base, en fait, qui est largement suffisant, qui est immobilier, action, crypto, du cash. Ça suffit. Eh ben écoute, Mounir, merci beaucoup. Tu es donc l'homme qui arrive à rendre l'investissement ennuyeux excitant. Merci Clément. Merci à toi pour cet Je sais pas échange. si c'est C'était excitant, super. mais en tout cas, j'encourage tout le monde à le faire, tu vois. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment à la portée de tout le monde. En tout cas, moi, je sors de là en ayant envie de le faire. Donc, j'espère que Parfait. les C'est auditeurs aussi. réussi. Merci. Salut Clément.